Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. votre émission bimensuelle de cinéma. Après avoir parlé de jeux vidéo dans l'épisode précédent, nous allons revenir sur un épisode un peu plus classique, puisqu'on va faire un tour d'horizon des 3 dernières semaines de cinéma. Donc au programme, le film qui nous a rassemblés tous, c'est 28 jours plus tard. 28 ans. 28 ans plus tard. Et sinon, au niveau rattrapage, on est très chargé, puisqu'on a F1, Life of Chuck, Elio, Le Retour d'Ulysse, Reflet, Dans un diamant mort, The Phoenician Scheme. Nous, on a vu en avant-première, Jérémy et moi, L'accident de piano. Autour de la table, Jérémy, Julien et moi-même. Malheureusement, Fred est mort au combat. RIP. Il reviendra dans 2 semaines. C'est comme les super-héros, ils reviennent toujours. Voilà, il meurt. C'est pas au bout de 3 jours. Fred serait Jésus. Bah ouais, peut-être. Peut-être. On lui souhaite un bon établissement en tout cas. Voilà. Et comme d'habitude, on conclut l'épisode par un joker. Et là, il est entre les mains de Julien. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec la critique du film important de cet épisode. Pas tout à fait 28 ans après le premier épisode de sa saga, Danny Boyle fait renaître de ses cendres la franchise des 28 après, puisqu'on a eu 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, et maintenant il réalise 28 ans plus tard. On retrouve ce Royaume-Uni dévasté par une épidémie de rage sous la caméra très particulière de Danny Boyle. Il s'agit en réalité du premier épisode d'une toute nouvelle trilogie. Alors que penser de ce 28 ans plus tard ? Il y a eu tellement de morts. Contaminés et non contaminés. C'est pour ça que notre village est si précieux. Je le trouve un peu jeune, tu sais. Il est prêt, je t'assure. 7, 6, 11, 5. Dès que tu auras posé le pied hors de notre île, personne ne viendra te sauver. Je viens de penser, ça aurait été vraiment un titre de merde. Pas vraiment 28 ans plus tard. 28 ans et quelques jours de plus. Cela fait près de 30 ans que le virus de la fureur s'est échappé d'un laboratoire d'armement biologique. Alors qu'un confinement très strict a été mis en place, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C'est ainsi qu'une communauté de rescapés s'est réfugiée sur une petite île seulement reliée au continent par une route, placée sous haute protection. Lorsqu'un des habitants de l'île est envoyé en mission sur le continent, il découvre que non seulement les infectés ont muté, mais que d'autres survivants aussi dans un contexte à la fois mystérieux et terrifiant. Et en vrai, ça raconte pas vraiment ce qu'est le film. Ce synopsis. Officiel. Ah, il est officiel celui-là. C'est officiel, hein. Je l'ai récupéré sur internet, sur Sens Critique. Mais le film déjoue ce qu'on attendait de lui. 100%. Totalement. Genre, c'est pas le blockbuster qui a été vendu. Déjà l'introduction a rien à voir avec ce que va être le reste du film. Mais c'est pas un défaut, c'est bien. Ah bah l'intro, elle est cool, hein. Tu parles du tout début du film ou de la première partie avec... Des Teletubbies. Ouais, on est d'accord. C'était terrifiant. Je tenais à le dire pour ceux qui ont vu le film, c'était terrifiant les Teletubbies. Mais toi, t'as eu peur devant le film, en fait. Ah non, j'ai pas eu peur, mais je trouve ça terrifiant les Teletubbies. Ah oui, enfin, non, la situation, genre ça fait peur. Enfin, t'es pas à l'aise devant ça. Oui, la situation d'introduction est vraiment horrible. J'ai pas peur dans mon siège, mais si ça devait m'arriver, je serais pas bien. Ouais, bah déjà, être à plusieurs à regarder Teletubbies, c'est terrifiant en soi. Bah c'est ça. Oui, les Teletubbies, c'est terrifiant, ok. Mais la façon dont c'est inscrit... Au début, tu te dis, ouais, c'est une scène de quotidien un peu banale, etc. Mais quand tu sais ce qui se passe de l'autre côté de la porte, quand tu comprends ce qui se passe de l'autre côté de la porte, et que du coup, t'as vraiment la cassure entre l'enfance et le monde des adultes et le monde réel, elle est violente hein, quand même. Hein. Bah, c'est ce qui va être la thématique de tout le film ensuite. C'est pour ça résume très bien, la scène d'introduction résume très bien ce que veut faire le film. Puisqu'après, on va suivre en fait un jeune garçon qui s'appelle Spike, qui vit sur ce petit îlot, et qui va vivre en fait 2 histoires d'aller-retour, l'un avec son père, et l'autre avec sa mère, pour des raisons tout à fait différentes et dans une ambiance et un environnement différents. Et justement, genre, ça va être tout le sel du film, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que ça donne quand tu es accompagné de ton papa et qu'est-ce que ça donne quand tu es accompagné de ta maman. Dans un monde post-apocalyptique avec des gros monsieur tout nus. Appelés les alphas. Voilà. Mais tu m'as dit que les alphas, ça t'a fait peur aussi. Mais c'est pas que ça me fait peur, mais je trouve ça terrifiant. C'est comme un claqueur dans The Last of Us. Si tu penses à la situation, tu te dis, mais c'est terrifiant. Genre se retrouver derrière un claqueur, ça fait peur. Je veux dire, t'es là, tu te balades en forêt, au fin fond, à 500 mètres de toi, t'as un énorme bonhomme en haut d'une colline. Pas agréable. Et tu vois qu'il envoie genre 10 mecs qui sont à sa botte, il te les envoie sur toi, pendant que lui il bouge pas, il reste comme ça à te regarder au loin. De toute façon, un monsieur tout nu, c'est pas agréable. Hein. Non, mais plus sérieusement, quand je dis que c'est terrifiant, c'est que je trouve que le film arrive vraiment à rappeler cette ambiance qu'il y avait déjà dans 28 jours plus tard. C'est vraiment cette ambiance post-apocalyptique d'infecté et cette sensation de survie et toujours cette sensation d'être empressé.
C'est-à-dire toujours cette sensation du toujours plus vite, c'est ce que tu as dans 28 ans plus tard, dans 28 jours plus tard, Ouais. pardon. 28 semaines que je n'ai pas vu, que tu as vu. Oui, Alors je l'ai rattrapé il y a pas longtemps, mais je trouve que du coup on perd beaucoup le côté post-apo dans 28 semaines. mais en fait c'est marrant parce que 28 semaines c'est un film genre où le postulat de base ça a l'air de bien aller, tu suis l'effondrement de quelque chose. Mais je trouve que 28 semaines j'étais moins conquis parce que t'avais clairement plus côté post-apo et je sais pas, enfin... C'est très américain en fait 28 semaines. Ouais, c'est ça. Dans l'esprit c'est très américain. C'est ça, très clairement 28 semaines plus tard c'est l'armée américaine nous a sauvés, merci. Mais en fait non. Mais en fait non. Alors que là 28 ans plus tard c'est vraiment en fait genre... Mais c'est comme le 28 jours, c'est-à-dire que 28 jours tu te réveilles avec Cillian Murphy et en fait tu découvres en temps réel avec lui l'après-coup. Et en fait, c'est ce que Danny Boyle il aime bien faire finalement, c'est que là, t'as Spike qui connaît pas le monde des infectés, le monde réel, et qui va découvrir après coup, de la même manière que nous, on va découvrir après coup ce que donne la Grande-Bretagne 28 ans après. Et du coup, il fait un double récit, puisque donc on a donc ces 2 allers-retours. Et ce qui est très intéressant, c'est que les 2 mises en scène qui sont mises en place. C'est-à-dire qu'on a une mise en scène extrêmement rapide, extrêmement vive dans la première partie. J'ai pu compter dans toutes les scènes d'action, tu as des plans qui durent 1 seconde. Il y a tout le moment de la fuite dans l'immeuble, enfin dans la sorte de maison où Oui. il s'enfuit. Il y a des plans, le plus long plan, il dure 4 secondes. Mais c'était le cas déjà dans le premier film. Hein. Le premier film, il est très... C'est quasiment épileptique. Là. Ouais, il te secoue. Et puis Mais en plus, c'est- avec l'image, le grain... Ouais. Et c'est mis en opposition avec la deuxième partie qui est beaucoup plus calme et qui est vraiment un voyage contemplatif. Donc d'un côté, on a la première partie qui est le film d'action, le blockbuster qui a été plus ou moins vendu, ce gros film de post-apo avec Aaron Taylor Johnson qui finalement est un perso ultra secondaire dans ce film. Et juste après, on a cette seconde partie beaucoup plus contemplative qui est en fait un voyage philosophique et qui est extrêmement symbolique. C'est-à-dire, j'ai vu quand même pas mal de retours de gens qui trouvaient que la deuxième partie était ratée, que c'était pas cohérent. Mais en fait, faut le prendre comme ça, c'est-à-dire un voyage philosophique. C'est des gens qui n'ont pas compris le message du film, qui n'aiment pas la deuxième partie, Parce que franchement. si tu analyses vraiment de manière... si tu analyses le scénario de manière très linéaire, de manière très sérieuse, oui, le film a énormément de failles. Oui, le film a des incohérences, mais c'est pas grave parce que c'est pas le but. Tout ce que on peut trouver d'incohérent dans cette deuxième partie, c'est cette simplicité du voyage. Voilà, on parle quand même de 2 personnes qui sont dans un Royaume-Uni post-apo. Normalement, le taux de survie n'est pas très élevé. Ça se passe plutôt bien, mais ce que c'est pas le propos du film en fait. Jérémy et moi, on avait eu l'occasion de voir les 28 premières minutes du film en avant-première au MK2 parce qu'on était allé voir le 28 jours plus tard. Et Danny Boyle, il est apparu et il a dit bon bah surprise, 28 premières minutes du nouveau. Et je me souviens qu'en sortant du film, on savait pas trop c'était quoi le sujet du film. Ouais, mais parce qu'en fait, le film prend entièrement forme dans la deuxième et tu prends entièrement son sens dans la deuxième C'est partie. ça. Mais la première est vraiment genre, elle te prend un peu à la gorge. Et je me souviens vraiment que je me disais que c'était très foisonnant en matière d'idées et que le film essayait plein de trucs, mais en même temps, j'étais pas sûr d'aimer ce que je voyais. C'est ça, le montage super erratique fonctionnait très bien déjà dans 28 jours plus tard parce que t'avais ce côté oppressant, enfin, que ce que tu disais tout à l'heure, d'une part oppressant, mais d'autre part t'es très pressé pendant le Ouais, film. en fait, c'est un effet de contre-la-montre permanent. que Voilà, t'as, c'est ça. dans la série des 28. Et là, franchement, tu retrouvais ce côté un peu contre-la-montre parce que, de toute façon, t'as la contre-la-montre parce qu'il faut revenir avant la marée, avant que la marée remonte. Et donc, t'as ce côté, dans la première partie, très action, sur quoi le film se vend, en fait, finalement. Et au final, ils te font totalement à rebours, un peu comme ce qu'avait fait Civil War. Et je suis en train de me repenser à Civil War, qui était un peu sur le mensonge des images, etc. Là, on est un peu sur, pareil, on a un peu menti, c'est un grand mot, pendant la communication de ce film, pour dire que, oui, voilà, ça allait être un truc très action, très orienté action, alors que finalement non. Et du coup, le film s'est vendu sur cette fameuse bande-annonce qui est sur le poème de Rudyard Kipling, qui est très mécanique, très en rythme, etc. Et donc du coup, le montage essayait beaucoup de faire ça aussi. Le montage qu'il y a dans le film sur ce poème-là, finalement, est-ce qu'il veut dire quelque chose ? Non, pas forcément, parce que t'as des images qui sont reprises d'archives qui sont reprises d'un peu partout, mises en parallèle de ce début de voyage entre le père et son fils. Ok, sur la dynamique du montage, la rythmique du montage, ça fonctionne super bien et ça donne quelque chose de vraiment impressionnant. Est-ce que ça veut sincèrement dire quelque chose ? Est-ce que c'était absolument nécessaire ? Je ne pense pas. Bah, si, moi je pense, mais juste par rapport à Civil War, tu sens que Alex Garland, qui scénarise le film et qui a scénarisé aussi 28 jours, tu sens que sa mise en scène de Civil War, elle a un peu aspiré Danny Boyle, surtout dans les impacts. C'est-à-dire que dans Civil War, quand quelqu'un se prenait un impact de balle, t'avais l'image qui était photographiée en noir et blanc parce que c'était un moment photographe. Et bah là, t'as à peu près pareil quand t'as une flèche qui arrive dans un zombie. T'as tout cette ceinture d'iPhone. De toute façon, on a vu les images un peu en off, mais une ceinture d'iPhone qui fait que, genre, quand un zombie se prend un impact,
c'est très imagé, quoi. C'est très stop. Ça permet de faire un faux bullet time. Ouais. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des moments genre très bizarres, genre des immenses zooms sur des bébés zombies, j'ai pas tout compris. Mais par rapport donc à ce que tu dis là sur la première partie, qui a pas vraiment de sens par rapport au. Ah non, j'ai dit que je parlais juste du montage sur. Oui, sur par rapport au poème. Ouais, par rapport au poème, c'est tout. Mais Ouais, parce que moi, j'ai pas encore trouvé l'affiliation par rapport au père. Parce que de toute façon, ce poème-là et le montage genre avec des images d'archives, des trucs comme ça, tu le vois que quand c'est avec le père, quand il voyage avec son père. oui, mais en fait, le montage très cut est uniquement quand c'est avec le père. C'est ça. Et moi, j'aime bien le fait qu'en milieu de film, t'as cette forme de twist sur, en fait, c'est pas l'identité du père, mais plus sur sa psychologie et à quel point, en fait, il est toxique pour tout le monde. C'est ça. C'est-à-dire, tu ouvres le film avec le gamin qui va faire son voyage initiatique et on lui dit dis donc, t'es un petit peu jeune, tu vois. Et en fait, tu comprends que la raison pour laquelle il va plus jeune que les autres, c'est juste parce qu'il a un père complètement teubé, quoi. Ouais, teubé, je dirais peut-être pas ça, mais Qui a besoin de montrer Il y a un que son souci, fils, il y a un souci quand même. qui a besoin de montrer que son fils, c'est un homme, tu vois. Oui, bah après, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est de voir la double relation entre père-fils et fils-mère. Mais moi, ça- j'adore aussi le fait que pendant la fête de milieu de film, tu vois, en fait, tout le récit, toute l'aventure de Spike, elle est contée par Par son père, finalement. son père, mais comment Jenny. Non, mais j'ai oublié le nom de l'acteur. Bah, Ron Taylor Johnson. Voilà, Ron Taylor Johnson. Et j'aime bien le fait qu'il grossisse des choses que nous on a vues en fait, et que t'aies un faux récit dans le récit déjà. Genre, je trouve qu'il y a des jolies mises en abîme. Parlons de la deuxième partie, parce qu'on l'évoque, mais il faut peut-être maintenant rentrer dedans. Je trouve ça intéressant parce que finalement, tu sens qu'il a pris le rôle du père. Enfin, il essaye de prendre le rôle de l'homme de la famille, entre guillemets, parce que c'est ce que son père lui a inculqué. Et finalement, il arrive à trouver une bonne harmonie entre l'envie intérieure que lui a donné son père par du coup ce voyage et par sa toxicité qui lui donne envie de partir, et il trouve l'équilibre avec sa mère du coup, puisque elle est fragile mais elle a besoin, enfin elle a un problème de santé mentale du coup, et elle a besoin de voir le docteur comment il s'appelle, Kelson, c'est ça, Dr. Ralph Fiennes. Dr. Ralph Fiennes, Dr. Voldemort. voilà. Plutôt Docteur en terre des morts. Putain. Donc putain, merde. Je m'y attendais pas, celle-là. Donc ouais, finalement, il trouve un certain équilibre pour devenir l'homme qu'il a envie d'être par la suite, quoi, et qui va devenir par la suite, je pense. Oui. Waouh. Oh, le blanc. Non, mais après voilà, c'est ce qu'on a dit, ça c'est deux oppositions. Après oui, le film a quand même des écueils. Je pense sur plus un point de vue scénaristique et un point de vue de réalisme. Je trouve que le fait qu'on te dise que dans la diégèse du film, tous les autres pays, ils sont en bonne santé, ça va bien, et qu'il n'y a que le Royaume-Uni qui a été abandonné, j'y crois pas trop. Ouais, bah le coup du Suédois, quoi. Oui, parce que voilà, il y a ce personnage tertiaire qui arrive à un moment dans l'aventure et qui explique que oui, moi j'étais chauffeur-livreur, mais j'en avais marre, alors je me suis engagé dans l'armée. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en Suède, tu as ton Uber Eats. Par contre, au Royaume-Uni, non, tu as juste ton alpha qui t'envoie des zombies sur toi. C'est ça. Et puis il monte son profil Tinder, ou je sais plus là. Ah non, il monte sa meuf. Sa Ouais, meuf, son tu vois. Insta, littéralement. Ça, était en mode mix. Ouais, je trouve que ça sort un peu du film en fait. Non, mais moi je trouve ça marrant le fait de montrer un téléphone à un gamin, tu vois, genre c'est montrer que le monde avance sans lui. Et genre, tu sais, à un certain stade, c'est vraiment un arriéré, tu vois. Mais c'est vrai, comme tu dis, ça ressort du film et genre, c'est presque ringard, tu vois. C'est en mode, ah, t'es dans un monde apocalyptique, bah tiens, je te montre mon Tinder. T'es en mode, Bah déjà, quand il voit le téléphone, il comprend pas en fait ce que c'est ce truc-là. Oui. Donc, genre, oh, une tablette. Et- Pourtant, il regarde la télé. Bah non, ça c'est au début. Oui, Attends, mais genre, tu sais, on te fait bien comprendre qu'ils peuvent avoir des télés, des cassettes, des trucs comme ça. Mais non, mais ça c'est. Il me semble pas dans le. Dans le village. Dans le village qui faisait ça. J'ai pas fait attention. Ah, Je crois pas, hein. zut. Je crois que tu confonds avec le tout début. Qui se Ouais, passe, mais je me dis, si au tout début, ils ont la télé, je me dis que dans la suite, ils peuvent aussi toujours avoir la télé, quoi. Faudra de l'électricité. Et est-ce que les centrales fonctionnent toujours? Ça, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, comme tu dis, je trouve que l'idée peut être intéressante, mais je trouve que ça te sort un peu du film. Et dès que le film essaye peut-être de se raconter sérieusement, de se créer une diégèse ou un univers, ça pêche, parce que le but du film, c'est d'être avant tout un voyage initiatique et symbolique. Non, mais c'est vrai que le monde que dépeint Danny Boyle, au final, il tient pas trop la route, en vrai, tu vois. Même le délire de Ralph Fiennes avec ses grandes tours de crâne. Ah, Ah, c'est pour filer la méta. Après, Oui, c'est un très du beau film, moment. quoi. C'est un très beau moment visuel, un très beau moment poétique. mais en fait, c'est ce que je retiendrai de 28 ans plus tard. C'est que, genre, c'est un peu comme l'était le 28 jours plus tard, c'est un tour de force esthétique. Alors, j'adhère moins au délire esthétique de 28 ans que sur 28 jours, mais je me dis quand même, tu vois, qu'il y a des séquences d'horreur, ou en tout cas d'action qui sont très fortes. Genre la course-poursuite sur la petite route Ah bah bien sûr. pour accéder à Très l'île. réussi. Elle est ultra intense. Même la séquence pareil, course-poursuite avec un alpha, mais dans des métros, enfin dans des wagons d'un train.
Ouais. C'est juste après l'accouchement, c'est oufissime, je trouve. Justement, par rapport à l'accouchement, je trouve que là, il y a un petit... C'est un peu simple, quoi, je trouve. Ah, le pouvoir de la maman qui... tu vois, c'est bizarre que la mère... Alors, certes, elle est en train l'infectée, elle est en train d'accoucher, mais je trouve ça un peu facile, tu vois, qu'elle ait pas envie de la bouffer et qu'elle ait pas... Tu vois, je sais pas. Je trouve ça un peu simple, tu vois, genre... je suis une maman, moi aussi. Je te dis, quand tu pousses le film dans ses retranchements, il a beaucoup d'écueils après. Voilà, je trouve que pour un film qui était pour moi pour la part pas du tout attirant, le fait de relancer la saga 28 après, du coup je sais pas comment on l'appelle, 28 après. 28 après. Ouais. D'ailleurs 28 on a le titre du spin-off sur Ralph Fiennes. Ouais, Non, c'est pas un spin-off, c'est vraiment une suite du premier. En fait, c'est vraiment 28 ans plus tard, partie 1, 2, 3 qui veut faire. Ouais, mais genre, le truc sur Ralph Fiennes, il va sortir en janvier 2026. Non, je sais pas en fait si c'est spécifiquement centré sur Ralph Fiennes, puisqu'il s'appelle The Bone Temple. Alors oui, ça s'appelle The Bone Temple, mais est-ce que ça va être spécifiquement centré sur Ralph Fiennes ou c'est juste un point de départ parce qu'il y a le Bone Temple dans la première partie? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que ressusciter la saga 28, qui n'était pas forcément la chose la plus attirante, honnêtement, à part faire une grosse saga blockbuster de zombies, je trouve que c'est un pari plutôt réussi, parce que le film vient de tromper ceux sur quoi on l'attendait, tout en restant quand même un gros film d'action. On a de l'action le long du film, même la seconde partie qui est, comme vous êtes, très contemplative, très symbolique, à ces scènes d'action. Donc je trouve que ça peut à la fois servir un public, un plus grand public et un public un peu plus cinéphile aussi. Donc je trouve que c'est plutôt réussi. Alors après, pour ce qui est des suites, vu que c'est plus Danny Boyle, je sais pas ce que ça donnera. Je sais même pas si Garland est au scénario pour les suites. Oh putain, bonne question. En tout cas, je sais que le Bone Temple qui va sortir du coup en janvier 2026 est réalisé par Nia DaCosta qui a fait du coup le remake de Candyman et The Marvels. Et normalement, Danny Boyle revient pour le troisième s'ils font finalement le troisième, parce que ça dépend de comment fonctionne. Ouais, tu vois, c'est pour ça. Moi, les trucs, on ressuscite la saga, mais selon les chiffres, on va voir. Je suis pas convaincu. Après, il en fait 1 sur 2 en fait, Danny Boyle. Mais bon, après, je trouve que le film peut quand même se vanter de réussir à manier les différents genres. Plutôt bien, donc du gros film d'action au film plus intimiste. Ouais, le film d'initiation. Ouais, c'est ça. Tout en ayant franchement une fin, sans donner plus de détails, une fin totalement mais loufoque au possible. Ouais, genre presque tarantinesque. Oui. Qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a vu, mais moi j'ai trouvé ça fun. Si, ça a à voir avec ce qu'on a vu au début. C'est vrai, voilà, c'est ça. Mais... La fin et enfin le début et la fin se recoupent. Se recoupent. Voilà, mais je veux dire dans l'esprit qu'était le film, le scénario qu'était le film, c'est une incursion totalement. Mais en fait, c'est intriguant. Ça intrigue quand même pour ce que ça va donner par la suite. Alors, en vrai, pour un cliffhanger, ça me donne pas trop envie. Hein. Ah, mais c'est un peu intriguant de te dire, bon, t'intègres un nouveau personnage à la toute fin qui va avoir son importance du coup dans le film d'après. Ça peut intriguer, surtout que, bon... Est-ce qu'on peut spoiler ou pas? Parce que ça permet mon propos. Allez, le spoil autorisé. Alors bouchez-vous les oreilles si vous voulez pas. Donc du coup, le petit garçon qu'on voit au début s'échapper de la maison et de l'église, c'est celui qu'on retrouve à la fin qui a dû former du coup toute une bande, un peu à la Power Rangers. À la Teletubbies Rangers. Voilà, Teletubbies Rangers, parce que c'est à ce moment-là que son enfance s'est arrêtée et qu'il est rentré dans l'âge adulte, et donc qu'il est rentré dans le monde réel et dans l'âge adulte. Donc du coup, il est un peu bloqué à ce niveau-là en termes de références et de culture et de tout ça. Donc il fait avec ce qu'il connaît, et ce qu'il connaît c'est quoi? C'est la télévision du début des années 2000, donc Teletubbies, Power Rangers, tout ça. Donc ça peut intégrer un truc très bizarre. Plus la thématique de la croix inversée, puisque son père était chrétien, mais croyait au jugement dernier. Je crois pas que c'était son père, c'était le prêtre du village, j'ai l'impression. Mais... je sais pas, il dit Father. Ouais, mais bon, tu dis mon père, quoi, donc pour un prêtre, donc j'en sais rien. Ouais, je sais pas. Moi, je l'ai pris comme son papa. Ouais, bon, après, peu importe, ça revient au même, mais... voilà. Moi, je trouve que 28 ans plus tard, c'est une belle surprise. Oui. Dans le paysage cinématographique actuel. Quelque chose qu'on n'attendait pas forcément. Voilà. On l'avait pas demandé, mais finalement, ça va. Puis c'est du Danny Boyle qui s'amuse sur la technique, donc tu peux pas dire que tu t'ennuies. Pas le film le plus marquant de l'année non plus. Non. Mais voilà, je trouve que c'est un bon moment, c'est un bon pari. Pour préciser, du coup, oui, c'est bien Alex Garland qui scénarise la suite. Okay. Est-ce qu'il y a les chiffres Bien sûr. 28 ans plus tard, c'est un budget de $60 millions, donc qui est le plus gros budget alloué à cette saga. Ils sont pas drôles, ils auraient pu faire un budget à 28 millions. Ça aurait été vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Et pourquoi pas le sortir le 28 juin Oui, voilà. 2028. Pour un box-office mondial actuellement à 66,4 millions, dont 36,4 aux États-Unis. Et pour sa première semaine en France, qui était donc celle du 18 au 24 juin, il a fait 179 703 entrées. C'était le premier des nouvelles sorties de la semaine, devant du coup Elio, le nouveau Pixar. À savoir qu'il a fait cette performance en étant quand même interdit moins de 16 ans en France. Pas mal. Du coup, je me dis, autant que je parle d'Elio, vu que ça flop. Oui, voilà, et c'était un peu la transition pour ça.
Et en vrai de vrai, moi ça m'embête un peu parce que c'est un film très mignon et très honnête, Elio. Mais c'est vrai que on va très 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 vite l'oublier. Après, je me dis, vu que Élémentaire a eu droit à son petit bouche à oreille et que ça a fini par sauver le film, je trouverais ça cool que ce soit le cas d'Elio. Parce que Elio, c'est quand même vachement mieux que Élémentaire. Elio, en vrai, c'est déjà le 3e film de Pixar sur l'espace, après Buzz l'éclair et surtout après Wall-E. Et du coup, déjà, quand le film commence, il y a une certaine redondance. Ce que le film raconte est pas non plus super original par rapport à Pixar. En fait, ce que je trouvais dingue à l'époque dans Pixar, mais là c'est Pixar des années 2000, début 2010, c'est qu'en fait, chaque histoire est quelque chose que tu peux pas prévoir autrement que par l'idée du film. C'est-à-dire que l'histoire de Monstres et compagnie, tu peux pas la concevoir autrement que juste à partir de l'idée d'une usine qui crée de l'électricité à partir de cris d'enfants, tu vois. Je sais pas si je m'explique bien. Si, en gros, ça fonctionne car l'idée du film en elle-même... Elle est le moteur de toute l'histoire, voilà. quoi. Et c'est pareil pour Wall-E, c'est pareil pour Là-haut. Ok, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. Je trouve même que Là-haut, c'est limite le plus bel exemple, parce que voilà, vraiment cette histoire d'un vieux qui fait un voyage avec sa maison en ballon. Où est-ce que tu vas trouver ça ailleurs, ce genre de récit? Alors que Elio, ce récit, tu l'as vu un peu partout. C'est peut-être pour ça que ça pêche, mais après... Voilà, ça reste très bien rythmé, c'est très très beau. Mais après, c'est un peu convenu que Pixar, ce soit très très beau. Mais parce que ça parle de quoi? Parce que j'ai tellement pas entendu parler du film. Alors en gros, c'est un petit gamin qui a perdu ses parents, qui est adopté par sa tante, qui rêve que les aliens viennent le chercher. Les aliens finissent effectivement par aller le chercher suite à un quiproquo. Et une fois sur place, t'as un super alien qui a envie d'envahir le monde des aliens. Et donc le monde des aliens va envoyer ce jeune Elio pour résoudre les problèmes. Et vu que c'est un gamin et qu'il a menti parce que les aliens ne savent pas que c'est un enfant, ils se disent juste que c'est un humain, et il fout plus de merde qu'il devrait résoudre. Donc voilà, c'est l'histoire d'un gamin qui ment pour trouver sa place dans le monde, tu vois. Mais finalement, c'est quelque chose qui est assez convenu. Le gamin, il n'a pas vraiment de particularité, tu vois. Il n'est pas attachant, ce gamin. Après, voilà, les blagues sont très très drôles, j'ai beaucoup rigolé, c'est très très beau visuellement, mais encore une fois c'est très convenu que Pixar soit très drôle. Il n'y a pas une couche de relecture que peuvent avoir Vice Versa 2, tu vois, parce que Vice Versa 2 c'est quand même un film qui parlait d'anxiété, genre de pression de la vie adulte, et du coup je me dis que Pixar maintenant ce sera peut-être 1 ou 2 éclats tous les 5 ans, parce que pour moi le dernier éclat avant Vice Versa 2 c'était Soul, qui était déjà sorti en 2020. C'est bien, Soul, mais tu vois, tu reprenais le concept d'idée au début. Ouais. Soul, ça tient sur tout son concept du début à la fin. Vice Versa, c'était pareil, tu vois. Tu te dis, le récit de Vice Versa, tu peux le voir nulle part ailleurs qu'avec l'idée qu'ils ont eue. Alors que Elio, ça se résume finalement très facilement. Pareil avec Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, c'était très naze comme film. Parce que finalement, le parcours du personnage n'a rien d'original. Là, c'est pareil avec Elio. Ça reste un film très fun. Et j'espère que le bouche à oreille va faire son travail quand même, parce que c'est un film très chouette à montrer aux enfants, tu vois. Mais next. Vous n'avez pas de commentaires à faire, ça vous donne... Non, je pense en plus que je vous ai même pas donné envie pas vraiment. Voilà, je dis que j'aimerais que le bouche à oreille fasse son effet, mais je délivre un très 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 mauvais bouche à oreille. Mais non, mais tu dis qu'il est bien, mais bon, après c'est juste que il y a tellement pas eu de com dessus que je l'ai même pas en image en fait. C'est ça, ça donne pas envie quoi. C'est juste, ça donne pas envie d'aller voir quand tu vois tout ce qu'il y a qui sont en ce moment quoi. Ouais. Même en plus en film estampillé jeunesse, t'as Dragon en face qui apparemment marche très bien, mais je ne l'ai pas vu. Et apparemment tout le monde dit que le live action de Dragon est super bien. C'est normal, ça a l'air d'être un copier-coller. Après on l'a pas vu, je l'ai pas vu, ça a l'air d'être un copier-coller. Donc je partage ton avis, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en dire plus. Voilà, c'est ça. Voilà. Nous ne ferons pas de critique de films que nous n'avons pas vu. Voilà. Toutefois, Jérémy est allé voir un film. Il aurait aimé que nous le voyions tous, mais... Ouais, parce que ça aurait été super intéressant d'affronter 2 points de vue. Ouais, le point de vue d'un mec qui est fan de F1 et le point de vue de gens qui en ont absolument rien à foutre. Voilà, donc, comme d'habitude, moi je suis le mec qui aime des trucs que les autres n'aiment pas. Il aime les bolides. J'aime le vroom vroom tous les dimanches après-midi, quoi. Alors que moi j'aime plutôt le tennis. Putain. T'as eu ton moment Challengers, laisse-moi mon moment F1. Oui, c'est vrai. Alors, il va falloir que je sois très concis parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le film finalement, et c'est pour ça que j'aurais aimé que ce soit un film en commun et que pour confronter cette vision de fans de F1, des personnes qui ne la regardent pas ou alors très peu, parce que pour moi c'est là où réside tout le problème du film. Il ne sait pas à qui s'adresser. Parce que les fans de F1, certes, ils peuvent y trouver leur compte, mais moi j'y vois des gros défauts.
Mais justement, vu que le film est estampillé F1, vraiment, c'est avec la marque F1, ça a été fait en collaboration avec la F1. Avec les pilotes de F1 Voilà, aussi. avec les pilotes, avec les écuries. Attends, ils sont vraiment dans le film, du coup, les pilotes? Ouais, mais ils ont pas beaucoup d'importance scénaristique en vrai. Hein. Mais genre, par exemple, Lewis Hamilton, il est dans les couloirs. Voilà, tu vois, pendant le film, tu vois Lewis Hamilton, Max Verstappen. Ah oui, d'accord, donc ils viennent littéralement taper la discute à Brad Pitt, quoi. C'est pas vraiment, il y a pas trop d'interaction entre les pilotes et les vrais pilotes. Les pilotes Mais du ils film. sont là parce que c'est un film F1. Voilà. Et donc du coup, c'est pour ça, c'est pour vendre de la F1 en fait qu'ils font ce film-là. C'est pour vendre la F1, pour essayer d'attirer encore plus de monde à regarder la F1, parce que c'est un truc, depuis que Liberty Media a racheté les droits de la F1, ils essayent à ce que plus en plus de public, notamment américain, regarde la F1. C'est pour ça qu'il y a eu la série Netflix, et donc c'est pour ça qu'il y a ce film. Maintenant, l'équipe qui est derrière le film, donc ils ont repris la même équipe donc pour Top Gun Maverick, Ehren Kruger au scénario, Bruckheimer à la production et Kosinski à la réal. Et donc tu sens qu'il y a des thématiques qui se rejoignent entre F1 et Top Gun 2. Très clairement, F1, tu pourrais dire que c'est Top Gun 2, mais à la place des avions, t'as des F1. L'ancien pilote qui va essayer de qui va essayer de montrer à la nouvelle génération comment faut piloter donc l'avion dans Top Gun et comment faut piloter la F1 dans F1. C'est surtout sur ce point-là que ça se joue. Oui, je vais quand même essayer de rester sur le positif parce que vraiment... c'est un très très bon moment, faut le dire, c'est un bon moment, j'ai pas vu les 2h35 passer, le son est exceptionnel, vraiment, j'ai kiffé entendre les moteurs dans la salle. Tu l'as vu où d'ailleurs? Au MK2 Bibliothèque. Ah ouais, parce qu'au Max Linder, je me dis, ça doit être plutôt fun. Ah ouais, putain, j'y ai pas pensé, mais ouais. Et en vrai, les séquences de course sont intéressantes à certains moments, mais complètement bizarres sur d'autres. Parce que moi, j'aurais envie de dire, tu vois, la raison, entre guillemets, pourquoi j'irais peut-être voir F1, c'est que j'ai en tête Ford versus Ferrari de James Mangold, et que je me suis souvenu de toute la séquence finale, et je m'étais dit, waouh, c'est vachement cool, c'est vachement intense. C'est vachement bien, Ford versus Ferrari. Et je me suis dit, peut-être que ce genre de sensation-là peut se retrouver dans F1, mais en même temps, ça dure 2h35, et en même temps, je vois le gros logo F1, tu vois. Le côté très mercantile qui me fait dire... Ah, c'est ça, et c'est ça qui me rebute un peu aussi du final dans le film, parce que... Et que je trouve qu'il sait pas à qui s'adresser finalement. Parce que c'est un pur produit... c'est un pur produit de vente en fait, pur produit pour vendre. Donc c'est dommage. Donc c'est pour ça que je disais, il sait pas à qui se vendre, et tu le sens, notamment lors des scènes de course, puisque il y a des moments où on te donne des trucs super techniques sur la F1, donc pour les gens qui n'y connaissent pas et qui vont voir le film pour la première fois et qu'on leur explique des règles, alors que quand t'es fan de F1, tu les connais. Et t'es un peu en mode, tu forces le truc en fait. Ah oui, alors du coup, il a drapeau bleu, donc faut qu'il laisse passer parce qu'il va se prendre un tour. Il a trois drapeaux bleus pour refaire, sinon il se mange une pénalité. Ouais, mais en même temps, un gars comme moi, alors pourtant, ah oui, non, mais c'est normal. Pourtant, je te vois regarder la F1 de temps à autre, tu vois. Même comme ça, moi, tu me dis drapeau bleu, je suis en mode Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'aurais bien voulu confronter nos avis, puisque quand t'es fan de F1, ce qui est aussi l'un des publics cibles, peut-être pas le public cible, mais un des publics cibles du film, tu les connais toutes ces règles. Et donc du coup, ça vient un peu parasiter ton moment parce que on te donne des informations dont t'estimes ne pas avoir besoin, même si c'est nécessaire pour les autres spectateurs. Donc c'est pour ça il est un peu le cul entre deux chaises et il sait pas comment faire. Et vraiment, le point d'orgue, c'est vraiment le film t'explique des règles et te dit que c'est très important de respecter les règlements, nanana. Mais alors il y a des moments, mais tu te dis mais ils envoient complètement chier les règles. Et pourquoi ça passe? Genre vraiment, il y a un moment donné où il reste je ne sais combien de temps, c'est vraiment un élément mineur, donc je me permets de l'évoquer. Il fait un passage au stand. Brad Pitt veut absolument garder ses pneus alors que son équipe veut le changer. Donc il veut pas changer de pneus pendant son pit stop alors que son équipe le veut. Donc du coup il va lutter contre son équipe jusqu'à temps qu'il le laisse repartir. Mais normalement t'as pas le droit de faire un pit stop sans changer de pneus, sans rien faire. Donc du coup c'est vraiment... Ou alors non, il veut rechanger de pneus, je sais pas. Enfin mais en tout cas, c'est un truc, tu ne peux pas soit aller au pit stop, ne pas changer de pneu et repartir, ou changer 2 fois de pneus dans le même pit stop. Ce qui est totalement con. Donc du coup t'es un peu en mode... vous voulez être super réglo au niveau du règlement, etc. Mais vous faites des énormités pareilles, en fait, vous autorisez des énormités pareilles. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait des trucs comme ça, parce que sinon, comme je le redis, j'ai passé un bon moment devant le film, mais c'est juste que mes yeux de fan de F1 ne peuvent pas voir, ce qui ne va pas, en fait. En termes de course, en termes de... Voilà. Donc notamment au niveau des dépassements, t'as l'impression que parfois les pilotes ils font les dépassements du siècle. T'as l'impression que parfois les pilotes Apex, donc qui est l'écurie de Brad Pitt et du jeune rookie, qui font des dépassements du siècle, mais tu ne les vois pas. Ou alors tu les vois à peine.
c'est un peu con. Et sinon, l'immersion est quand même vraiment bien. Donc c'est pour ça que je terminerai là-dessus. L'immersion est là, un peu comme dans Top Gun Maverick. L'immersion est vraiment là, donc c'est pour ça. Il faut, je pense, quand même aller le voir si vous avez envie de vous sentir un peu comme un pilote. Voilà. Moi, j'avais prévu de le voir de toute façon. Moi, j'ai un peu la flemme. Désolé. Mais je vais le voir avec toi si tu veux, moi je le revois, je m'en fous. Oh non, mon bas les couilles, j'ai la flemme. Merde. En vrai, il y a plein de trucs en ce moment. Et par exemple, il y a un truc. Là, ça va être à ton tour de parler tout seul d'un film que t'as vu tout seul, Julien. Moi, je t'avoue que le retour d'Ulysse, je comprends pas c'est quoi. J'ai juste vu l'image de Ralph Fiennes baraqué comme un dieu, tu vois. Moi, faut savoir, quand j'avais vu cette image de Ralph Fiennes baraqué, je croyais que c'était pour l'Odyssée de Christopher Nolan. Parce que le timing est similaire, mais le retour d'Ulysse de Pasolini, pas Pierre Pao, mais d'Uberto Pasolini, mais on sera question de l'autre Pasolini, je vous dirai pourquoi. Non, en gros, le retour d'Ulysse, ça décide d'adapter vraiment la fin de l'Odyssée, donc comme son nom l'indique, le retour d'Ulysse, mais le titre officiel du film, c'est juste The Return. C'est-à-dire que ça a été traduit en français par le retour d'Ulysse pour t'expliquer de quoi on te parle, et cette dimension-là, elle est importante parce que Pasolini, dans son film, la mythologie, il s'en fout un peu, c'est-à-dire qu'il a viré toutes les dimensions mythiques, toutes les références aux dieux, toutes les références magique que tu as dans l'Odyssée pour vraiment se concentrer sur un récit à échelle humaine. Et à travers cette idée du retour d'Ulysse, en fait, il veut vraiment faire une histoire universelle. C'est vraiment un prétexte, cette histoire de prendre Ulysse. Puisque de toute façon, l'histoire, elle est extrêmement connue. Le texte, il a des milliers d'années. Donc, forcément, c'est pas ça qui l'intéresse. Du coup, tu te dis que tu as matière à faire quelque chose de très intéressant. Le réalisateur veut vider la substance de l'œuvre pour vraiment y mettre sa propre patte. Tu as un Ralph Fiennes qui est extrêmement baraqué, ce qui est très intéressant. Il se concentre vraiment sur cette idée de l'homme qui revient dans son pays 10 ans après, qui est qu'un fantôme, qui est oublié, il est qu'un souvenir, c'est-à-dire qu'il n'est pas reconnu, on ne reconnaît pas qui il est. Et tu as à la fois ce corps très musclé, mais en même temps ce corps très fatigué et très vieux, c'est-à-dire que tu vois le corps de Ralph Fiennes est vraiment mis en avant. Tu as d'un côté ses super biceps, et d'un côté, t'as le corps un peu pendouillant, cette peau un peu pendouillante d'un homme il a la soixantaine passée, Ralph Fiennes. Ah oui, facile. Peut-être. Ouais, et sur ça, c'est assez intéressant parce que ce contraste-là fonctionne bien. Mais passé ça, le retour d'Ulysse, ça raconte pas grand-chose. C'est-à-dire que ça a un côté extrêmement théâtral. C'est très fixe. Et là où je disais que ce qui pouvait être super intéressant, c'est que Pasolini mette sa vision à travers un récit ultra connu, fasse sa propre interprétation, il en fait une chose très fixe, très linéaire et extrêmement collée au texte. Donc certes, il a enlevé toute la dimension mythique pour se concentrer sur un récit humain, donc c'est très intéressant parce que Ulysse, tu vois que c'est un homme qui est traumatisé par la guerre de Troie. Même quand il raconte la guerre de Troie, tu as une scène près d'un feu de camp où tu as un jeune homme qui est là en disant « Oui, Troie, c'était glorieux, c'était super, Ulysse, parce qu'il sait pas que c'est Ulysse a apporté la gloire sur notre patrie. » Et en fait, tu as le vrai discours que te fait Ulysse sur la guerre, en fait, qui est en fait, le cheval de Troie, on a littéralement massacré des femmes et des gosses, quoi. Et sur ça, c'est intéressant, mais au-delà de ça, il en fait rien. C'est-à-dire que c'est plat, c'est vraiment plat. C'est que la guerre, c'est nul. C'est ça, mais même visuellement, on voit Ithaque, tu vois des beaux plans d'Ithaque, oui, il y a la mer, c'est beau, mais en termes de costume, c'est pas intéressant. En termes de jeu, tu vois les fameux prétendants autour de Pénélope, tu vois donc Pénélope qui Pénélope, incarnée par Juliette Binoche, mais qui a assez peu de temps d'écran. Même la réunion entre Pénélope et Ulysse est assez courte. La seule scène un peu marquante, c'est le grand final de l'Odyssée, finalement, donc quand Ulysse prend son arc et s'occupe des prétendants. C'est la seule grosse scène finalement d'action du film qui fonctionne, mais au-delà de ça, c'est un peu sans intérêt. Voilà, et pourquoi je disais qu'on allait reparler de Pasolini, parce que moi, ce à quoi m'a fait penser ce film, c'est à Oedipe Roi de Pier Paolo Pasolini, qui pour le coup est pareil, une adaptation d'un texte antique extrêmement connu, sauf que Pasolini faisait quelque chose de radicalement différent, rien que sur la question des costumes. Pour ceux qui l'ont vu, il fait un choix de costumes qui n'a rien à voir avec les costumes antiques, qui prenait beaucoup sud-américain. C'est ça, à des costumes sud-américains. Il faisait vraiment une revisite du mythe très intéressante. Et puis Pasolini, toujours la recherche du sacré. On va pas refaire l'épisode Pasolini, voilà la recherche du sacré, toute cette importance-là. Voilà, le retour d'Ulysse, c'est un peu vide et c'est un peu dommage. Du coup, j'irai pas le voir. Franchement, c'est long en plus, ça fait quand même 2 heures. Ah ouais. Voilà. Et petite anecdote, en plus, il y a eu une coupure générale d'électricité au MK2. Du coup, on a dû attendre une demi-heure avant que le film reprenne. Ça valait vraiment le coup. Donc ça a duré 2h30 au lieu de 2 heures. Non, c'est correct, c'est passable. C'est toujours agréable de voir Ralph Fiennes, mais ça n'a pas grand intérêt, je trouve, en termes d'adaptation. Voilà, je pense qu'il y a sans doute plus intéressant. Moi, je vais vous proposer un truc intéressant, une adaptation de Stephen King. Oui, c'est mieux. Donc le film, c'est Life of Chuck, avec Tom Hiddleston, qui est une adaptation de La vie de Chuck,
qui est une nouvelle qui apparaît dans Si ça saigne, qui est un recueil de nouvelles sorti il y a déjà 3-4 ans, qui est pas une nouvelle d'horreur, même s'il y a quelques petits effets d'horreur. Fantastico-horrifique, ouais. Ouais, en fait, c'est littéralement genre... Il y a des gens qui pensent que Stephen King, ce n'est que de l'horreur, mais en fait, il faudrait qu'ils voient ou qu'ils lisent la vie de Chuck pour comprendre que Stephen King, c'est énormément de choses très 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 intéressantes, et pour le coup, Life of Chuck, c'est... Flanagan a littéralement compris l'essence même de Stephen King dans la manière dont on peut dépeindre les États-Unis, les personnages typiquement américains, tout en mettant un petit peu de fantastique et d'horreur. Pour moi, Flanagan, c'est celui qui a réussi le mieux à adapter Stephen King, très clairement. Frank Darabont est là. Ah, c'est vrai qu'il y avait Frank Darabont. Frank Darabont est là, mais bon. Flanagan, il avait fait quoi C'est lui qui a fait Dr. Sleep. Le Dr. Voilà. Sleep, d'accord. Jesse, que j'ai pas vu, mais Dr. Sleep était incroyable. Donc voilà. Et en plus, il est très honnête par rapport à Stephen King. C'est-à-dire, c'est pas comme Kubrick, tu vois, qui a un peu mis à l'envers à King. Là, c'est vraiment genre un mec qui admire King jusque dans ses thématiques les plus profondes, quoi. Et du coup, toi, t'en as pensé quoi ? J'ai beaucoup aimé Life of Chuck. Je trouve que c'est très intéressant en termes de narration, de structure, ouais. de structure narrative. 3 actes. 3 actes, on peut le dire, montrés dans le sens inverse. Oui, très distinct. Et très distinct, et montré effectivement bien chapitré. Et donc je trouvais ça intéressant de tous ces jeux de cerveau que tu dois faire pour te dire ça se rapproche à tel élément, ça se rapproche à tel élément qui était dans la face. C'est un très beau jeu de pistes, C'est et ça. qui en plus, je pense que c'est un film qui se savoure encore plus la deuxième fois qu'on le voit. C'est sûr. Parce que en fait, la vie de Chuck s'ouvre sur un acte qui est littéralement un récit apocalyptique sur la fin du monde. Sur voilà, le monde va s'arrêter, Internet disparaît. Puis ensuite, il y a des accidents qui arrivent partout, l'électricité disparaît, les étoiles disparaissent, et à un moment donné, en fait, on comprend que le monde dans lequel les personnages sont en train de vivre va disparaître, pourtant quelque chose continue de subsister, c'est Chuck. C'est Chuck, ouais. On a des affiches partout de « Merci pour ces 39 merveilleuses années, merci Chuck ». Et t'es là en mode « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Mais qui sait surtout, et qui sait ? Qui sait ? Et en fait, justement, l'acte 2 et 3 vont permettre de comprendre l'acte 1, et c'est justement un très 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 beau récit sur l'être en soi, et en fait l'être intérieur, ce que tu emmagasines dans ta vie et ce que tu vas construire juste en toi et tes valeurs qui vont être inculquées juste en ta personne. C'est un très très beau récit de vie. Ça m'intrigue beaucoup en tout cas. Bah ouais, parce qu'en plus l'acte 1 t'intrigue véritablement. Et il est même très 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 anxiogène. Pour le coup, moi ça m'a fait ressentir la fin du monde, quoi. Ah ouais, vraiment, parce que t'es constamment oppressé par des nouvelles super inquiétantes. Est-ce que tu dirais que ça t'a terrifié ? Un peu, ouais. Mais vraiment, en fait, je sais pas, vous, quand des fois vous pensez à la fin du monde, mais vous avez votre cœur et vos poumons genre qui se compressent, qui se compressent. Et bah là, le film m'a fait ressentir ça, alors que je me disais, c'est un film feel good, quoi. Alors que pas du tout, mais le film te fait passer par énormément d'émotions. Ouais, vraiment, c'est notamment, alors, du coup, je vais pouvoir enfin te dire ce que je ressens devant la scène de la danse. Voilà. Je trouve que c'est un des moments les plus magiques que j'ai vu au cinéma. Oh. Véritablement, j'ose dire les termes. Vraiment, il y a une symbiose entre la rythmique de la batterie, la voix off. Non, mais même sans la voix off, tu vois, la danse, le montage et tout. J'avais envie que ce moment ne s'arrête jamais. Ah, mais moi j'ai tapé du pied en dansant. Mais vraiment, je trouve qu'il y a une symbiose, c'est vraiment un pur moment de cinéma pour moi, cette scène. Vous me donnez très envie en tout cas. Et en plus, c'est un moment qui est gratuit. Alors qu'il est totalement gratuit. Et c'est de ça dont parle le film en même temps, c'est la gratuité d'à quel point la vie peut être cool. Parce qu'en fait, la vie de Chuck, elle est quand même pas cool. Genre, le mec, littéralement, doit se construire dans une solitude assez terrible, avec des pertes dans sa famille qui sont vraiment très lourdes. Et pourtant, le gars arrive en fait à construire une personnalité et se construire en fait des multitudes dans sa personne pour être quelqu'un de bien. Et voilà. Et je trouve que la fin du film est magnifique. Moi, les quelques dernières images du film me sont restées. Ouais. Et ce silence très lourd, et en même temps cette révélation sur ce qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà, parce qu'il y a tout un mystère qui est très kingien sur une pièce dans la maison de Chuck, où tu te demandes mais qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce, et qui revient plusieurs fois dans le film surtout, et du coup ça t'intrigue vraiment. Donc voilà, donc non seulement le film se renouvelle assez bien puisque les 3 actes sont très distincts et que ça relance le rythme à chaque fois, mais en plus l'acte 1 et l'acte 3 se répondent énormément sur ce jeu de pistes et sur ces indices, et je serais prêt à aller le revoir à tes côtés également. Ok. Rien que pour la scène de la danse. Voilà. Et si tu vas voir le film avec nous deux et que t'es entre nous deux, pendant la séance, on va tous les deux te regarder pendant la scène de la danse avec un large sourire en mode
Voilà. Mais tout le monde est en train de... Tous les gens qui ont vu Life of Chuck sont en train de dire que le film est génial et que la scène de la danse est déjà une des meilleures scènes de l'année. Oh oui, très clairement, Life of Chuck est un des meilleurs films de l'année pour l'instant. Oui, pour le moment c'est dans mon top 3, voire top 2. Voilà. Ok, ça vaut le coup d'aller le voir du coup. 100%, je pense que Flanagan est vraiment le gars carré pour adapter du King. Et que King, ce n'est pas que de l'horreur. Même si des fois, il y a un moment, le cri de Mark Hamill à un moment, il fait un non. J'ai eu un frisson. Putain, tu disais Mark Hamill, pardon, mais le casting de fou du film aussi, pardon. Oui, super casting. En parlant de gros casting, Wes Anderson, le dernier Wes Anderson, c'est vrai. Phoenician Shem, j'arrive pas à le prononcer, c'est terrible. Fennekin Scheme. Je n'arrive pas à le prononcer. Je te dirais le dernier Wes Anderson. Non, voilà. Non, sinon, à chaque fois que tu veux dire le nom du film, fais-moi un clin d'œil, je ferai Fennekin Scheme. Ok, ça marche. Okay. C'est délicat en fait de parler de Wes Anderson parce que c'est quand t'as un réalisateur que t'as énormément apprécié, genre pour lequel, pour moi, Moonrise Kingdom, Grand Budapest, c'est incroyable. Même des films comme L'île aux chiens, c'est super bien. Mr. Fox. Je l'ai pas vu. Tenenbaum, pour des raisons techniques, j'avais pas pu le finir, mais j'aimais beaucoup le délire. J'ai pas tout vu de Wes Anderson, mais c'était un réalisateur que je pense comme beaucoup, j'adore, enfin comme beaucoup qu'on apprécie parce que cette esthétique si particulière. Je dis non parce que j'ai vu majoritairement ses derniers films et ils m'ont franchement ennuyé. Et c'est ça le problème, c'est que moi, alors j'ai pas vu Asteroid City, mais j'avais vu French Dispatch et French Dispatch j'avais détesté. Genre, non mais vraiment, je trouvais que c'était une Wes Anderson, presque une parodie de lui-même. Je trouvais que ça devenait excessif à un point que ça devenait illisible visuellement. C'est illisible French Dispatch, il y en a dans tous les sens. J'ai pas vu Asteroid City, mais du coup j'ai pu voir Fennekin Scheme. Voilà, et en fait on est vraiment dans cette même lignée qui est lancée depuis French Dispatch, c'est-à-dire que c'est un Wes Anderson qui se veut quand même plus sérieux, c'est-à-dire qu'on a plus ces thèmes aussi enfantins où je veux dire Grand Budapest Hotel, ça te parle de la montée du fascisme, etc., de l'Europe d'avant-guerre, mais c'est un regard très nostalgique. C'est l'histoire d'un maître d'hôtel, je sais plus c'est quoi. Je ne l'ai pas vu. Voilà, c'est l'histoire de ce garçon d'hôtel qui se souvient de sa jeunesse. Donc tu as un côté très presque féerique en fait dans son cinéma. Et maintenant tu as toujours cette esthétique très symétrique, très colorée, mais avec des sujets plus sérieux. C'est-à-dire que French Dispatch, ça te parlait notamment d'un tueur en série. Avec Benicio del Toro là. Ah oui. Oui, qui avait sa muse, qui trouvait en Léa Seydoux sa muse. Puis tu avais toute une vision de mai 68 avec Timothée Chalamet. Là, pareil, dans Fennekin Scheme. Voilà. Là, tu le dis bien. Ouais. Bah là, tu as cette idée d'un entrepreneur qui va essayer de renouer avec sa fille, qui est une religieuse. Donc, c'est vraiment les deux opposés. C'est-à-dire l'homme avide de pouvoir et la nonne sainte, finalement. Mais c'est un peu incompréhensible comme histoire. C'est-à-dire que ils vont aller voir une personne puis une autre parce qu'il veut monter son opération financière dont on ne comprend pas trop les tenants et les aboutissants. Donc c'est un peu long, tu ne vois pas trop l'intérêt. Et encore une fois, certes le casting est super. Tu vas retrouver Benicio del Toro, Mathieu Almaric notamment. Il y a même Bryan Cranston. C'est qui joue la nonne? Parce que je crois que l'actrice, justement, c'était un truc en mode ouais, c'est une fille d'eux, ou en tout cas, je sais plus c'est qui. Premier grand rôle. Mais voilà, t'as Bryan Cranston qui fait du basket à un moment. C'est une scène très drôle, mais en fait, au-delà de ça, oui, tu as Bryan Cranston qui fait du basket, mais au-delà de ça, t'es obligé de reconnaître que c'est beau. Visuellement, c'est super beau. Esthétiquement, c'est beau, et tu sens que Wes Anderson sait tenir une caméra, il sait quand faire son travelling, il sait faire quand faire son zoom. C'est beau visuellement, mais en fait, ça a plus trop d'intérêt son cinéma. Ça devient une parodie de lui-même. On est quasiment au 12e film ou 10e, je ne sais plus. Ce qui nous fait une Burton là. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que là, le cinéma de Wes Anderson ne tient que sur son esthétique. Mais il nous fait une deux pieux. On en parlera. Mais je pense que c'est la transition parfaite. Mais fini d'abord. Ouais. Mais en fait, c'est un réalisateur qui s'emprisonne dans son esthétique et qui, en termes de thématique, a déjà dit tout ce qu'il avait à dire et recycle des thématiques qu'il essaie de faire de façon plus sérieuse, ce qui pourrait être intéressant, mais qui les rendent assez illisibles à regarder. Voilà. C'est pas désagréable. Enfin, c'est parce que c'est beau, parce que c'est Wes Anderson, mais c'est plus que c'était. Du coup, il nous fait une Dupieux. Alors. Quand on avait vu le deuxième acte, j'avais dit, ça y est. Plus jamais je vais voir un film de Dupieux. Dupieux, tu me fous la paix, je vais arrêter de te regarder. Sens critique, sur lequel je suis inscrit, fait on refait des ciné-expériences. C'est-à-dire, tu vas aller voir un film en avant-première, tu sais pas ça va être quoi. Généralement, il y a l'équipe du film et c'est cool. On avait vu avec Julien Ne coupez pas, par exemple. Il y a 6 ans. 6 ans, qui est une de mes comédies préférées ever aujourd'hui. Avec Jérém, on était allé voir, par exemple, le dernier Akika Orismaki. Les feuilles mortes qu'on avait parlé dans tout le premier épisode de DCP Remember. Et voilà. Quand même des films
assez originaux. C'est cool, tu vois. Donc on rentre dans les sets parnassiens, t'as le présentateur de Cinex, je suis en mode oh là là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bon, il a pris un petit coup de vieux, mais ça me fait plaisir de le voir, tu vois. Il dit bon film, On émettait des théories. Diafana. Quand je lui ai dit, si tu vois le logo Diafana, mec, c'est sûr c'est Dupieux. Et oui, c'était l'accident de piano de Dupieux, et quelqu'un à notre droite a fait oh. Parce qu'effectivement, en fait, tout le monde en a un petit peu marre de Quentin Dupieux, parce que passer un certain seuil, bah c'est... Enfin, je veux dire, le deuxième acte, c'est une grosse... Ton langage, Owen. Voilà, mon langage. Mais du coup, l'accident de piano, bah j'avais pas envie de le voir, et en vrai, ça va. Ouais, t'as tellement détesté, je pense, le deuxième acte, et t'avais détesté Dali, toi aussi. Je pense que le combo des deux, qui sont arrivés quasiment d'affilée, ça t'avait achevé. Ouais, mais donc, en fait, du coup, je le... pas trouvé pire à tes yeux. Ouais, mais l'accident de piano, tu vois, genre, il y a quelques moments, j'ai... Mais en vrai, c'est un Dupieux qui renoue avec certaines choses qui me plaisaient auparavant. Mais... Non, moi je suis plutôt à rebours de Owen, parce que je pense que là c'est vraiment sur ce film là où je me dis c'est bon, j'en ai marre. Et t'aimais bien Dupieux quand même Certains de ces films je les apprécie pas mal, j'ai pas autant détesté je crois le deuxième acte et Dali que Owen, mais même si je les trouve vraiment pas ouf, mais là celui-là c'est vraiment, ça a scellé le truc, c'est vraiment Dupieux, j'en ai marre quoi. Il peut refaire un film dans 6 mois, j'irai pas le voir. Après, en vrai, je voulais pas le voir, l'accident de piano, un peu comme toi. Si on me l'avait pas imposé, je pense que j'aurais pas été le voir. Parce qu'en fait, du coup, l'accident de piano, qu'est-ce que ça raconte quand même? C'est l'histoire de Magali, incarnée par Adèle Exarchopoulos, qui est donc une influenceuse. Et le contenu qu'elle fait, en vérité, c'est des vidéos d'elle qui se mutilent parce qu'elle n'a aucune douleur. En fait, elle ne ressent aucune douleur. Et donc voilà, ça va commencer par relier avec son appareil dentaire 2 pinces reliées à un moteur de voiture. Ça va être mettre sa main sous une machine à coudre. Et puis ensuite, ça va être se faire écrabouiller par une machine à laver. Ça va être se prendre une batte de baseball dans la poitrine par un mec qui est sur une voiture qui roule à 200 km/h, tu vois. Et à un moment, survient l'accident de piano. Et donc le film se déroule après l'accident de piano, et justement c'est un accident qui est très grave et que Magali et son producteur, incarné par Jérôme Commandeur, essayent de dissimuler. Toutefois, Sandrine Kimerlin est une journaliste qui connaît l'accident de piano et qui va faire du chantage à Magali, qui déteste faire des interviews, pour lui soutirer une interview. Après, là, sur le papier, ça a l'air intéressant. Genre, ça va parler du milieu du cinéma, ça va parler Non, pas du cinéma. Ça parle des réseaux sociaux. Ça parle du besoin peut-être d'intention, de l'image, genre, que tout devient un spectacle. C'est de ça dont il est question à un moment, parce qu'en fait, justement, Sandrine Kiberlin harcèle beaucoup Adèle Exarchopoulos sur une question. C'est, vous avez gagné tellement de thunes avec ça, vous avez tellement pas besoin de poursuivre, mais pourquoi vous continuez de faire de ça, en fait? Et justement, la personne n'a pas de réponse. Et en fait, à un moment, parce qu'il y a eu Quentin Dupieux, Adèle Exarchopoulos et Jérôme Commandeur à la fin du film, on a pu discuter avec eux. Et en fait, à un moment donné, Quentin Dupieux se pose la même question. Pourquoi je continue de faire des films alors que maintenant c'est bon, économiquement je suis viable, tu vois. Et en fait, lui-même n'a pas la réponse à ça. Et donc c'est de ça dont il est question un petit peu dans le film. Mais moi je trouve que ce qui est bien avec l'accident de piano, ce qui renoue, c'est qu'on a un personnage qui est quand même très identifiable, qui est détestable, hein, mais qui est très 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 identifiable par Adèle Exarchopoulos, et qui va vivre des enjeux émotionnels forts, et qui fait qu'à un moment donné, le personnage, même s'il est détestable, tu vas un petit peu t'attacher à elle. Pas du tout. Genre pour moi le personnage était vraiment trop antipathique pour que je ressente une once d'empathie c'est le même perso que dans Mandibule. Pas du tout. Non. C'est un peu le même principe, hein. Enfin, c'est un personnage qui est très au forceps par Adèle Exarchopoulos, genre qui va beaucoup hurler, Ouais, c'est pour ça que j'avais l'image de Mandibule en tête. Les deux rôles sont très similaires, sauf que là, à l'inverse de Mandibule, c'est le rôle principal, quoi. Non, pour moi le personnage est vraiment trop antipathique pour que pour qu'à un moment donné j'ai envie de la suivre, j'ai envie de... Donc du coup après c'est le but du personnage. Avec moi ça fonctionne pas. Le but c'est de montrer que tous les gens autour d'elle sont aussi des gros sourasses, et que finalement elle est un peu mieux que les autres parce qu'elle assume le fait que c'est une sourasse. Et j'avais 2 questions. Il dure combien de temps le film? 1h30 à peu près. Ouais, il est un peu plus long que les autres. Ouais, ok. Et surtout, j'ai la question mise en scène, c'est comment? Parce que moi, je trouve que Dupieux, quand tu regardes les Dupieux, tu penses à Réalité, même à un film comme Rubber, il y avait quand même une vraie recherche de mise en scène, en tout cas très picturale dans sa manière de filmer. Là où je trouve que le deuxième acte, c'était vraiment le service minimum, quoi. C'était très plat. Est-ce que c'est quand même recherché en termes de mise en scène, ou est-ce que c'est plat? Non, t'as quelques idées que je trouvais intéressantes, notamment en termes de flashback. T'avais un peu ce côté incroyable mais vrai où voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un peu ce côté-là dans les flashbacks.
Donc du coup... Quelques jeux de lentilles, de focale. Voilà, mais c'est juste ça, tu vois. Autrement, je n'ai pas aimé le film, j'ai détesté... Enfin, détesté. Je me suis vraiment emmerdé. À un moment donné, il y a le personnage d'Adèle Exarchopoulos qui fait « Ouais, je sature », j'ai fait « Ouais, moi aussi ». J'ai vraiment dit « Ah ouais, moi aussi, je sature ». Donc, vraiment, j'avais envie que le film se termine, quoi. Vraiment. C'est pas très bien, hein. Mais bon, je pense que ça parlera quand même à ceux qui aiment le Quentin Dupieux, disons, du Dain. Ça m'a rappelé un peu le Dain sur certains aspects, tu vois. Moi j'aimais bien le Dain. C'est avec ça que j'ai découvert Dupieux. Oui, moi je trouve que le Dain c'est dans son top 3. De toute façon, pour moi, ces 3 meilleurs sont le Dain, Réalité et Yannick. Et justement, les 3 partagent ça avec le fait qu'ils ont un personnage principal qui est très fort. Et l'accident de piano a ça quand même. C'est-à-dire que tu peux détester le personnage d'Adèle Exarchopoulos, mais c'est un personnage que tu identifies. Et quand tu vas repenser au film, tu vas repenser à la performance d'Adèle Exarchopoulos, à ses attributs physiques qui sont très identifiables, le fait d'avoir un appareil dentaire, sa perruque, le côté très bouffi, et donc voilà, en ressort du film, même s'il n'est pas très appréciable, il t'a marqué un petit peu. C'est pas genre le deuxième acte où t'as un quatuor d'acteurs qui n'ont aucune incarnation de personnage, qui n'ont aucun développement, qui n'ont rien, puisque ce sont des caricatures d'eux-mêmes, et que le film va jouer sur le fait que ce soit des caricatures, que c'est une caricature, et qu'au final, je parle du cinéma et des diables, bref. Mais je pense que ce soit Wes Anderson ou Dupieux, c'est des cinéastes qui ont tellement marqué avec un style qui... détonnait ou dénotait, détonnait, voilà, j'ai peur de faire la faute à chaque fois, qui marquait tellement une rupture dans ce que tu pouvais trouver dans le cinéma, que passé un moment, ça ne se réduit qu'à ça. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est ça, c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est le serpent qui finit par se mordre la queue plutôt. C'est le serpent qui se mord la queue, donc ça finit par se répéter et pas se renouveler. Voilà. Après, moi j'ai toujours dit, j'aimerais voir Dupieux sur un film de 2 heures par exemple, mais qui sort de ses registres habituels. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est peut-être pas ce qui l'intéresse non plus. Pourquoi il continue à faire des films? Parce que c'est cet univers absurde là. Mais parce qu'il a des idées, juste à un moment il se réveille, il se dit, oh j'ai cette idée, tu vois. Là il nous expliquait en interview comment, en fait, Mandibule, tu vois, c'est l'histoire, à un moment il s'est réveillé un matin, il s'est dit, oh c'est l'histoire de 2 mecs qui trouvent une grosse mouche dans le coffre. Il a appelé son producteur. Ils en ont parlé 30 secondes et puis après il a mis l'idée de côté, il est revenu dessus 3 ans après. Ouais, mais après Mandibule, il y avait quand même l'intérêt de mettre le palmacho au centre. Il y avait l'idée d'utiliser ce qu'était le palmacho pour fortifier le film. Ouais, mais ça c'est venu après apparemment. L'idée de base, ça reste une idée très Dupieux, une grosse mouche. Voilà, 2 mecs qui trouvent une grosse mouche dans leur coffre de bagnole. Voilà. De la même que Rubber, c'est un gros pneu vivant qui tombe amoureux et qui peut exploser la tête des gens en les regardant. C'est vrai. Mais bon, moi ce qui me manque un petit peu chez Dupieux, c'est juste le côté loufoque burlesque. C'est-à-dire qu'avant c'était des situations que tu ne voyais jamais ailleurs. C'est-à-dire que réalité c'était vraiment très mindfuck. C'est un mec, un directeur d'école qui arrive en jupe en toquant à la porte de chez quelqu'un et qui l'insulte. J'ai juste cette cassette qui circule le long du film. Alors que l'accident de piano c'est très sage, hein. Franchement c'est très sage en matière de péripéties. Il y a des trucs très graves qui se passent, mais bon c'est pas les idées les plus saugrenues que le gars a trouvé dans sa vie, quoi. Voilà. En tout cas, on l'a vu en avant-première. Et on a vu Quentin Dupieux, on a vu Jérôme Commandeur et Adèle Exarchopoulos, et ils sont sympas. Okay. Enfin, je crois. Bon, après, il n'y a pas de raison. Hein. Ce sera un au revoir pour moi, pour Dupieux. Moi, j'ai peur que ça me fasse renouer et que je retombe dans un cycle. Moi, je l'avais dit à l'époque, Dali, j'avais pas désapprécié. Hein. Ouais. C'est vraiment, j'avais plus soufflé sur... Deuxième acte. Et moi, c'était surtout le fait de faire des films tous les 6 mois qui me gonflait. Parce que si un Dupieux tous les 2-3 ans... même si ça se limitait à ce concept-là, tu dirais, c'est Dupieux, ça change quand même de la donne, mais quand t'es tellement nourri à ça tous les 6 mois, ça te fait plus le même effet. Enfin bref, comme d'habitude, Dupieux, il nous fait parler, hein. Ouais. Le salaud. Je conclue les rattrapages ou pas? Oui, tu as le droit de conclure, mon ami. Je vais conclure avec Reflet dans un diamant mort. Allez le voir. Ah ouais, à ce point? Non, c'était j'avais vu la bande-annonce et ça m'avait assez marqué. Reflet dans un diamant mort de Hélène Catet et Bruno Forzani. Alors en gros, c'est un gros pastiche de ce qu'on appelle l'Europsy. Donc l'Europsy, c'est tous ces films qu'on a eu dans les années 60 à la mode James Bond. En gros, le synonyme de l'Europsy, c'est l'espionnage spaghetti. Ah. Voilà, en gros, c'était des productions européennes, mais majoritairement italiennes, qui se calquaient sur le James Bond de Sean Connery. Et ça avait une ambiance très série B. Et globalement, c'est exactement ce que pastiche Hazanavicius dans les OSS. Voilà, c'est le même concept qu'on a là avec Reflet dans un diamant mort. Sauf qu'on n'est pas du tout sur une version comique comme on pouvait l'avoir donc chez Hazanavicius. Là, on est sur quelque chose de très graphique, très expressionniste, qui est vraiment maniériste et qui assume en fait ses références ultra nombreuses, notamment au giallo italien.
Donc le giallo, ces films de tueurs italiens, donc tout ce qui est le début de Dario Argento ou de Mario Bava, donc qui est très graphique au niveau du sang notamment, et aussi notamment au niveau des lumières. En fait, c'est vraiment un gros kaléidoscope visuel d'une grande richesse. Tu as des effets, mais à chaque plan est recherché. Il y a tellement d'effets que c'en est presque même écœurant, je pense, au bout d'un moment. C'est très épileptique aussi, mais c'est agréable à voir parce que tu as une vraie recherche, et je trouve que ça m'a rappelé, là le plus récemment, ça rappelle énormément The Substance de Coralie Farja en fait. Le fait d'avoir cette mise en scène très brute, sans aucune subtilité, qui te tombe sur le visage comme ça. C'est une bonne référence quand même. Ouais, non mais voilà, c'est un film qui est très référencé, qui peut être écœurant, mais honnêtement il y a de quoi faire, il y a de quoi manger en termes d'idées visuelles. En vrai, juste par rapport à Substance, moi je suis content de me dire qu'à l'avenir, les gens vont se dire « Oh, on dirait un peu la mise en scène de Substance » et que ça va servir un peu de maître étalon à ce qu'on peut décrire comme une mise en scène brute. Voilà, bah moi j'ai vraiment pensé à The Substance. Donc si vous avez aimé la mise en scène de The Substance, c'est un film fait pour vous. Si vous je vais aller le voir là. Si vous détestez les mises en scène ultra appuyées comme ça, vous allez détester. Il y a 3 ou 4 personnes qui sont sorties de la salle quand même. Est-ce que ce Brutalis peut être considéré comme un film de mise en scène brute ? Non, pour moi c'est du gros classicisme pour moi. Ouais. Brutalis. Ah oui. Même au niveau des plans séquences, ces choses-là ? Ouais, pour moi pour moi je le vois pas c'est très classique. Ouais. Même si tu peux avoir des effets de mise en scène recherchés, hein, c'est le plan séquence ou le fait d'avoir un montage presque invisible. Pour moi c'est très classique. Là on est dans un truc que je qualifierais vraiment d'expressionniste en fait. D'accord. Genre à chaque fois qu'on veut te mettre un plan, chaque fois qu'on veut te mettre une idée, on veut te l'exprimer visuellement. Voilà, et du coup, c'est quand même plus qu'un James Bond aux allures de série B, parce que derrière son scénario Reflet dans un diamant mort, il propose une vraie réflexion sur l'image et sur la question même de la fiction. C'est-à-dire que tout le film brouille les lignes narratives, brouille les lignes de réalité. En fait, le film, il commence donc avec le personnage principal du film qui est âgé, donc on retrouve notre agent secret vieux, et selon comment il se déplace dans son environnement, il se rappelle sa jeunesse en tant qu'agent secret, et en fait à partir de là se déploie le récit d'une de ses aventures, ce fameux diamant mort en fait, et ça va se confondre, son passé va se confondre avec son présent avec son passé, et ça rappelle énormément ce qu'on a pu voir dans Perfect Blue ou dans Millennium Actress de Satoshi Kon. C'est français d'ailleurs le film ? C'est belge. C'est belge. C'est un film belge. Après, il y a une grosse coproduction dessus, mais les deux réals sont belges. D'ailleurs, le personnage principal, l'acteur s'appelle Fabio Testi. Vraiment, regardez, c'est le sosie de Sean Connery. Je vous jure, c'est Sean Connery incarné. Donc c'est encore plus troublant, la référence. Donc d'avoir une parodie de James Bond de Sean Connery avec un mec qui est le sosie de Sean Connery. Regarde Fabio Testi, vous allez voir, ça, c'est impressionnant. Ah oui ! Vous avez vu ? Oh putain, oui. C'est Sean Connery. C'est flippant, hein. Mais il est vieux en plus. Moi, Oui. Je pensais que c'était un acteur jeune, en fait, justement. Non, c'est un vieil acteur. C'est vachement drôle. Ouais. On dirait un mélange entre... comment il s'appelait, cet acteur ? Attendez. Le drame américain à la con avec Elise Moon, là. Burt Reynolds. Burt Reynolds. On dirait un mélange entre Burt Reynolds et Sean Connery. Putain, la référence que t'as, c'est quand même le film qu'il a fait avec Elise Moon, quoi, merde. Je suis désolé. Donc Reflet dans un diamant mort, c'est le reflet de l'image de fiction qui se répète à l'infini à travers différents supports. Comme les multifacettes d'un diamant, en fait, on va avoir cette image cinématographique qui des fois va se transformer en image de bande dessinée à l'intérieur même du film, mais plus encore, on va avoir aussi la répétition des dialogues qui vont être doublés dans diverses langues, en plein milieu du film. Donc il y a vraiment une réflexion sur le support même qu'est le film. Et c'est super intéressant pour le coup. Bon bah tu m'as donné envie, là, c'est bon. Tu donnes envie. Voilà, dites-vous, c'est un mélange de Satoshi Kon et de Coralie Farja. Voilà, c'est comme ça que je vous le vends. C'est très atypique quand même comme... Non mais voilà, et si tu vois ce qu'avaient fait les deux réals avant, ils ont beaucoup travaillé en fait sur du revival de giallo. C'est-à-dire que c'est très influencé par ce cinéma-là, mais j'ai l'impression, j'ai pas vu ce qu'ils avaient fait avant, qu'ils ont vraiment atteint un peu l'aboutissement de ce qu'ils cherchaient à faire depuis 3-4 films. Ok, Voilà. C'est encourageant. Puis c'est une belle façon de conclure les rattrapages, parce que là, on a eu quand même des films où on est assez... Alors, dithyrambique serait un grand mot, mais Life of Chuck et donc Reflet sur un diamant mort, c'est quand même... on est très content des films. On a parlé de films qu'on a littéralement détestés. Oui. Et donc, ouais, ça fait une liste de films d'actualité qui est quand même assez éclectique. Éclectique. Éclectique, pardon. Et le Joker. J'ai décidé pour le Joker de parler d'un cinéma qu'on a fait quasiment jamais abordé, je crois, dans DCP, et qui est quand même... attends. Ouais, et qui est quand même un genre fondamental du cinéma. Alors, c'est marrant parce que si c'était Fred qui avait dit ça, j'aurais eu très très peur. Mais j'ai pensé la même chose.
Mais là, c'est toi, t'es un gars mignon, donc je me dis que ça va être gentil. Tu vois. Ce ne sera pas l'épisode dédié à la pornographie. Ah merde, putain. Voilà, je ne suis pas Fred. De toute façon, Fred aurait été dégoûté d'être absent à ce moment-là. Voilà, donc. non, Ah, je bah, voulais... non, bah, tu veux pas changer, du coup, il est dégoûté. Je restais sur un registre plus classique. Non, mais le western, on n'en a jamais parlé dans DCP. Ah, c'est vrai qu'on l'a pas tellement évoqué, c'est vrai. Parce que le western, il n'y a pas trop de films de l'actu maintenant. C'est ça, et c'est ça qui est intéressant avec le western. Alors, je vais faire ma petite présentation, mais mon but, c'est pas de faire un truc très exhaustif, parce que je suis pas du tout un spécialiste du western. J'en ai pas vu tant que ça. C'est pas forcément plus le genre que j'affectionne le plus, mais ce serait intéressant d'avoir justement votre rapport au western, et surtout l'image un peu qu'on a du western, entre cette image assez vieille d'un genre qui peut paraître assez vieux, et qui pourtant a eu quand même, dans la dernière décennie, quelques gros films. La grosse particularité quand même du western, c'est que c'est, dans un premier temps, c'est un genre qui est purement américain. C'est vraiment le film sur l'Amérique. Pourquoi ? Parce que déjà l'histoire des États-Unis elle est courte. Globalement, t'as la guerre de révolution américaine. Et une fois que t'as fait la guerre de révolution, bah, en fait on est quasiment déjà dans le Far West. Hein. Tout le 19e siècle, c'est ça, c'est cette conquête des États-Unis. Donc bah, les Américains, s'ils veulent faire un film historique sur leur propre nation, bah, il n'y a pas 10 000 trucs à faire. Et généralement, la guerre de sécession est abordée dans le western. Mais du coup, c'est cette période qui leur permet de raconter le développement du pays, et bah, c'est le western qui raconte le mythe américain. C'est-à-dire c'est l'histoire qu'on se raconte à soi-même sur comment s'est créé les États-Unis. Donc le développement de la civilisation, conquête de l'Ouest, instauration de la loi avec la figure du shérif, et donc même cette idée du héros américain. Ça, c'est vraiment le western hollywoodien classique, les films de John Ford. J'ai pas vu tant de films de John Ford que ça. Je crois que l'échappée... La prisonnière du la désert. prisonnière du désert, et je crois qu'il y a l'échappée sauvage. Moi, j'en ai vu aucun des Je crois deux. que c'est My Darling Valentine Ah bah si, bah, je l'ai vu celui-là. J'allais dire j'en ai vu aucun. en VO. L'homme qui tira... Oui, qui et tue à l'homme Liberty qui... Valance. Ça, c'est vachement bien, l'homme qui tue sur Liberty Valance, parce que c'est littéralement un film qui te parle de la question de la vérité et de la démocratie aux États-Unis. En fait, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, les westerns qui sont le plus restés dans la postérité, ce sont les westerns qui dénotaient le plus du moult global. Genre Liberty Valance, c'était extrêmement novateur quand c'est apparu, quoi. C'était les thématiques. Mais encore, justement, ce qui est le plus... je trouve que ce qu'on retient le plus du western, c'est pas tant ce western classique, mais c'est vraiment le western des années 60. Soit western spaghetti avec Sergio Leone, mais aussi... ce qui a pu être produit par Arthur Penn, Robert Altman notamment, où quand tu es en pleine période du Vietnam et quand tu es en plein Nouvel Hollywood, en fait le western, bah, il est plus là pour mythifier, mais il est là pour démythifier les États-Unis, montrer la violence de la conquête de l'Ouest, violence sur les Indiens notamment, la question du racisme aux États-Unis. Et ensuite, bah, tu as aussi Peckinpah, je pense à La Horde Sauvage, ou Pat Garrett et Billy the Kid. Oui. Où là, c'est vraiment la violence qui est mise au centre. Et ensuite, bah, évidemment, le western spaghetti. Donc, il y a Corbucci avec Django, qui va inspirer Tarantino, mais on pense évidemment à Sergio Leone, qui, pour le coup, plus que de faire des symboliques ou de démythifier quoi que ce soit, il a vraiment esthétisé au maximum le western en s'inspirant du film japonais. Et puis, il a amené énormément de peps, Sergio Leone. C'est ça. Ouais. Moi, je suis encore épaté par Le Bon, la Brute et le Truand, à quel point, genre, c'est un film qui dure 3 heures. Il y en a aujourd'hui qui osent dire qu'on s'ennuie devant ce film-là. Moi, je comprends pas, tu vois. Bah, tu vois, moi, c'est ça qui est intéressant, parce que là, je vous ai parlé un peu de ce qu'on avait dans le western, mais moi, j'ai plus tendance à être rébuté quand on me dit western. Ah ouais? Et ouais, bah, étonnamment, parce que moi, tu me dis western, je me dis, j'adore Le Bon, la Brute et le Truand. J'adore Pour une poignée de... Enfin, tout ce qu'a fait Léon en termes de western, la aussi Il était une fois dans l'Ouest, qui est génial. Voilà. Je trouve ça super. J'adore l'univers de Red Dead Redemption. Oui. Donc, effectivement, il y a tout ce qu'il faut pour me plaire quand on me dit western. Pourtant, quand je pense western, j'ai toujours cette idée un peu engoncée. C'est-à-dire que cette ville paumée au milieu du désert, un shérif, un bandit. Du vieux un film, peu à la train sifflera 3 fois, quoi. Ouais, et pourtant, le train sifflera 3 fois. Et pourtant, c'est très bien. C'est très cool, mais Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours un truc. Il y a un côté poussiéreux dans le western, pourtant, même si tu regardes récemment. Pourquoi j'ai décidé de parler du western? Parce qu'il y a 2 jours, j'ai vu Impitoyable de Eastwood. Ah, toujours pas vu. C'est très bien, Impitoyable de Eastwood. Bien. Mais c'est intéressant parce que Impitoyable de Eastwood, c'est littéralement le western qui comprend qu'on ne veut plus de lui et qui dit un peu son au revoir. Et en même temps, à la fin de Impitoyable, tu pars d'un vieux bandit qui reprend du service dans un truc très crépusculaire avec un bandit à la fin qui te sort j'ai tous vous buté, bande de salopards. C'est la ligne du film, et c'est un peu cette idée de le western est mort, mais en même temps le western est toujours là. Ouais, puis c'est marrant parce que Impitoyable, ça a donné beaucoup d'enfants derrière, parce que Impitoyable, c'est un peu le fer de lance de ce qu'on appelle le western moderne. Alors pourtant, c'est un film qui est sorti il y a maintenant plus de 30 ans, et que jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler de western moderne en fait. Même si effectivement il y a tellement plus de films western. Il y a eu un petit peu une resurgence début des années 2010. Tarantino notamment avec Django, Les 8 salopards. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, tu as exactement résumé ma pensée. Pourtant, le western, quand tu me dis ça, c'est pas un genre qui m'attrait particulièrement et qui m'attire particulièrement. Mais à chaque fois que je vois une œuvre western, je suis
époustouflé. Vraiment, le film qui m'a donné envie de... Le film qui m'a donné envie de m'intéresser au cinéma, c'est un western, c'est Django. Alors certes, c'est un western moderne, mais c'est un western quand même. Impitoyable, je trouve ça génial. Il était une fois dans l'Ouest, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Après, pareil, j'en ai pas vu tant que ça. Le Train sifflera trois fois, c'est très cool. Enfin, vraiment, c'est... Après, effectivement, en fait, comme c'est revenir un peu à du très vieux cinéma, c'est revenir à des rythmes qui sont un peu plus lents. C'est vrai que moi, une des références que je peux avoir en western, en fait, c'est la série télévisée de Zorro. Parce qu'en soi, Zorro, c'est un western. Et moi, je me souviens que Zorro sur France 3, on s'emmerde. Non, mais c'est vrai, quoi. Zorro, c'est naze. Ah, le Zorro de Disney, tu veux dire? Ouais. Hein? Je crois que c'était produit par Disney. Hein. Ah bon? Ouais, il me semble. Moi, je vois très bien le Zorro de France 3, là. Non, après, moi, une de mes grosses références en matière de western, dans le western moderne, c'est ce qu'a fait Gore Verbinski avec son Rango et son Lone Ranger. Ouais. Pour moi, enfin, Rango, je vais pas en reparler 10 000 ans, mais pour moi, c'est un de mes films préférés, Rango. Après, c'était une de mes premières entrées dans le western, et vu que c'est un gros pastiche du western à la Leon, et Lone Ranger est un gros pastiche du western à la John Ford, c'est des films qui sont très popcorn et très savoureux, mais c'est même pas du vrai western, à vrai dire. Mais effectivement, on va pas réinventer l'eau chaude en disant que les classiques de Leon et de John Ford sont super cool, quoi. Ouais, et pourtant, tu vois, je pense que c'est peut-être ce côté-là quand t'es habitué plutôt au spaghetti qui se concentre avant tout sur des figures d'anti-héros. C'est des mecs qui sont avides de pognon, globalement, ou de vengeance. C'est-à-dire quand tu repasses sur du western plus classique, à la Ford qui te parle du mythe américain, c'est plus du tout la même chose. Et pourtant, ça reste bien. Après, je trouve que Kevin Costner, il avait réussi à ramener ça avec Danse avec les loups, par exemple, qui était un film à la fois, entre guillemets, à la gloire de la conquête de l'Ouest, mais qui finalement démontait tout le processus. Et moi j'avais bien aimé son Horizon. Voilà, c'est ça, je voulais évoquer Horizon aussi parce que c'est le film le plus récent qui me vient à l'esprit quand tu me parles de western. Et je pense qu'il voulait faire vraiment le western ultime en 4 chapitres sur l'histoire américaine et sur... voilà, mais on va pas réévoquer ce qu'on a dit au tout début d'année. Je trouve ça dommage qu'il puisse pas le faire jusqu'au bout. C'est ça. Mais tu vois, c'est ça comme quand tu disais qu'à première vue, quand on parle de western, ça t'attire pas et que tu trouves toujours ça génial. Je trouve que le western, c'est un genre qui, à chaque fois que j'en entends parler, je me dis que ça va être prisonnier de ses propres stéréotypes, et à chaque fois que je vois un western, mais en fait, ça arrive toujours à proposer quelque chose d'assez nouveau. Parce que c'est très astucieux, en fait. En fait, quand un réalisateur actuel va décider d'adopter le western, s'il décide de faire un western, c'est qu'il a un œil nouveau à porter dessus. On fait plus un western aujourd'hui pour des raisons juste de production. Après, il doit y avoir plein de westerns de très mauvaise qualité, de très bas niveau. Si tu regardes vraiment l'époque des années 40-60 où c'était vraiment la grosse flopée du western, tu vas avoir vraiment du western de série B et encore, pas forcément ultra intéressant. Mais moi, un des westerns que j'aime le plus, en fait, c'est Inglourious Basterds, puisque c'est un western qui ne se passe pas en western. C'est ça qui est marrant. C'est la Seconde Guerre mondiale filmée comme un western, mais sans l'univers du western. Mais je suis sûr qu'on peut trouver plein de westerns qui ne sont pas des westerns, mais qui ont juste transposé les codes du western. Ouais. Mais voilà, à d'autres genres. Non, pas à d'autres genres, mais à d'autres époques. Tarantino, de toute façon, tout son cinéma est baigné dans le western. Déjà, Reservoir Dogs. T'as une grosse influence d'un film que je n'ai pas vu, mais qui est Rio Bravo d'Howard Hawks. J'avais pu voir Assaut de Carpenter, qui est vraiment une version série B de ce qu'avait fait Hawks avec Rio Bravo. Mais c'est une grosse influence sur toute la dimension de fusillade, en fait. Ouais, mais je pense aussi il y a les 8 salopards et il y a les 7 mercenaires. Ouais, mais il y a les... Qui est le remake des 7 samouraïs. Ouais, c'était ça, les 7 mercenaires. Qui est le remake des 7 samouraïs. Que je confonds pas. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a toute cette affiliation que Léon avait réussi à apporter par rapport au cinéma japonais et qui a perduré quelque part. Mais moi, je trouve ça très, très rigolo que un réalisateur italien se soit inspiré d'un genre japonais pour mythifier les États-Unis et que les Américains ont repris ces inspirations-là. Enfin, c'est un fouillis international qui est très fun, alors que finalement, le western, comme tu dis, c'est un genre qui est extrêmement américain. Et ce qui est marrant aussi, c'est que le western, qu'est-ce qu'on retient le plus quand on pense en western ? C'est les duels. Ouais. Or, si tu regardes la plupart des westerns classiques, il n'y a pas trop de duels. Hein. Le duel, c'est Sergio Leone qui a mis ça en place. Et je trouve ça dingue, c'est que t'appelles le duel à 3, tu l'appelles Mexican Standoff. Et par contre, je pense à une autre référence de western que j'adorais quand j'étais gamin, et j'avais même été aller voir l'adaptation avec Jean Dujardin. Lucky Luke. Bien sûr. Oh putain, oui. J'adore Lucky Luke, moi. Les BD de Lucky Luke, ça a fait mon enfance. Même les dessins animés. J'y pensais même plus à Lucky Luke, mais oui. Moi, j'adorais le vieux Lucky Luke, là, ça passait sur Gulli à 23h. C'est ça. Alors, ne parlons pas du film, par contre. Moi je l'ai vu au cinéma à l'époque, j'avais bien aimé, mais j'avais 10 ans, je l'ai pas revu depuis. Je pense que tu le revois, tu déchantes. Hein. Ah ouais ? Ah, je pense, il est pas si bien apprécié, j'ai l'impression. Ouais, je sais, mais les images que j'en avais à l'époque me restent, et en vrai ça serait pas mal que je le remate. Mais je me dis, western français. Mais il y a eu du western français, en début des années 1910, qui a été tourné en Camargue, à destination du public américain.
Mais c'était pour le coup, c'est pas du western qui avait pour but de raconter de raconter un mythe ou que ce soit. C'était vraiment d'être un produit de consommation. Oui, voilà, il se vendait même pas comme un western à l'époque. Ouais. Bah, c'est hein, l'époque donc, où globalement, le cinéma français, c'est le cinéma qu'ils ont le plus. Début du cinéma, quoi. Ouais. Mais bon, c'est un autre débat, c'est une autre histoire. Mais en tout Mais cas, je vous avais parlé aussi de Sundance et The Kid. J'ai plus exactement le. Dans Garrett et Billy the Kid. Non, pas celui-là, l'autre. The Sundance Kid là, mais je sais plus ce Ouais, qu'il y j'ai a un avant. problème avec le titre, donc je vous avais parlé dans l'année dernière, enfin pour la fin, dans la fin de saison, non, la fin de l'année dernière 2024, les films qui vous ont marqué en 2024 mais qui n'étaient pas au cinéma, j'avais parlé de ce western aussi. Ça remonte. Voilà, on en a mais parlé, c'est vrai le que film. le western, on n'avait jamais vraiment eu l'occasion d'aborder le genre en lui-même. Et du coup, vous, quel serait votre western préféré? Je suis obligé de dire Django Unchained, hein, vraiment. Enfin, ou alors Il était une fois dans l'Ouest, les deux sont vraiment très très proches. Ah, ce serait le Bon, la brute et le truand. Parce que pour le coup, c'est le premier Léon que j'ai vu. Et même si Il était une fois dans l'Ouest est génial, je crois que le côté première fois de la Bon, la brute et le truand, ça marque. Bon, moi, en vrai, c'est le bon, la brute et le truand. Mais après, Ringo, c'est ma Madeleine de Proust. C'est peut-être un des films sur lesquels j'ai donné le plus de mes pensées, Ringo. C'est un de tes films préférés, hein. De tous les temps, hein. De toute façon, C'est beau. c'est un film d'éveil et de réflexion sur ce que peut être un pastiche et un hommage. J'ai écrit un mémoire et beaucoup de dossiers d'études dessus, donc voilà. Merci. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur le western? Non, écoute... après, Matez-en, parce qu'on a l'air de beaucoup apprécier les Ouais. films les westerns qu'on regarde. Ouais, mais j'ai peur qu'on fasse vite le tour, tu vois, parce qu'on a sorti tous les classiques. Maintenant, c'est le genre, si tu veux creuser un petit peu sous la surface, alors que par exemple le cinéma d'horreur, je suis sûr qu'il y a plein de pépites super chouettes que tu peux trouver. Le cinéma western, un peu moins. Ouais. Mais non, mais c'est un peu ce que tu disais, du coup, le western à l'époque, c'est le truc qui se faisait en masse. Bah maintenant, tu pourrais rapprocher ça du cinéma d'horreur qui se fait un peu en masse, mais un peu de manière, mais aussi un peu de manière un peu underground et que tu peux trouver et dont tu peux ressortir des trucs. Je suis sûr qu'à l'époque, t'as plein de westerns qui sont peut-être moins trouvables aujourd'hui, mais qui. Ouais, mais le western par essence, c'est un petit budget quand même, parce qu'il faut des chevaux, faut aller déplacer une équipe une équipe de tournage dans le désert. C'est des productions quand même. Cinéma d'horreur, tu peux le faire un petit dans ça n'a ton pas coin. été produit à la même époque non plus, mais. Ouais. On a parlé du western, la prochaine fois on parlera du péplum. Oh ouais. En vrai, j'ai très peu de connaissances en Pareil. péplum. Hein. Ah, pareil. Bon bah du coup, on va peut-être éviter, non? Sujet clos sur. Le western. Et est-ce que tu veux donner ton. Ah, c'est moi qui donne. Ouais. Bon, allez, je le donne à Owen. Ouais. Je sais pas sur quoi tu vas le faire. Moi non plus, mais j'ai le temps de réfléchir. Bon bah merci Jérém et Julien pour cet épisode. Dans 2 semaines, nous espérons retrouver notre ami Fred. Peut-être qu'on se trouvera un invité supplémentaire en plus. Peut-être. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube. Mettez des pouces, mettez des étoiles, suivez-nous où vous voulez, sauf dans la rue, ça fait un peu peur. Oui. Et voilà, on vous fait des bisous et on se retrouve dans 2 semaines. Salut. Salut.